Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et assez sombre. La sorcellerie en France. Un mélange d'histoire, de croyances, de peur et de persécutions terribles. Oui, et on va s'appuyer sur un livre particulier, celui de Jules Garinet, La sorcellerie en France, qui date de 1820. Ce qui est intéressant avec Garinet, c'est qu'il écrit avec une vraie indignation, hein. Il veut combattre la superstition. D'accord. Et sa thèse centrale, c'est quoi exactement? Pour lui, la clé, c'est l'imagination. L'imagination humaine qui, déréglée par la peur ou même le désir de savoir, elle enfante tout ça. Les démons, les sabbats, les sorts. Intéressant. Donc notre but, c'est de comprendre, à travers son regard, comment ces idées ont pu prendre racine si fort. Comment une simple imagination, si on veut, a pu avoir des conséquences aussi réelles, tragiques. Insiste beaucoup sur la puissance de l'imagination pour créer des illusions, mais des illusions vécues comme réelles. Ah oui. Mhm. Comme quoi, par exemple? Il parle de la lycanthropie, des gens persuadés de se transformer en loup physiquement, ou le sabbat, souvent rêvé après avoir entendu des histoires terrifiantes, mais la personne est convaincue de l'avoir vécu. D'accord. Pour l'individu, je vois. Mais comment ça devient collectif? Le sabbat, par exemple, avait des codes, des rituels très précis, non? Comment l'imagination de plusieurs personnes arrive à s'accorder là-dessus? Ah, c'est là que la transmission des récits, la peur partagée, entre en jeu selon Garinet. Justement, il décrit ces scènes de sabbat avec plein de détails, mais c'est pour en montrer l'absurdité, le côté fabriqué. Et quel genre de détails y rapporte? Oh là là! Des choses assez étonnantes. Il mentionne des auteurs qui recensaient plus de 7 millions de démons, Hmm. avec des formes variées, le bouc bien sûr, mais aussi un avocat ou une certaine empuse qui apparaîtrait en plein jour. Un avocat démon? D'accord. Et les rituels? C'est là que ça devient grotesque, volontairement chez Garinet. Le baiser sous la queue du bouc, l'urine du diable comme eau bénite, le membre du diable décrit comme écailleux et douloureux, ou une danse avec un chat attaché derrière soi. Un chat. Oui, attaché au derrière. Pour Garinet, ces détails crus, c'est la preuve de l'extravagance de tout ça. Il parle même d'une hiérarchie, dans maître de cérémonie au sabbat. Et tout ça, cette construction mentale, ça avait des conséquences bien réelles, donc. Terriblement réel. Garnet analyse des cas historiques, par exemple Frédégonde et Mumol au VIe siècle. Mumol survit à la torture, et paradoxalement, c'est vu comme une preuve de sorcellerie. Ah, la logique est complètement inversée. C'est fou, ça. Le réel est lu à travers le filtre de la croyance. On trouve ça avec Charles VI, non? Sa folie. Exactement. Probablement médical, mais attribué au sortilège. Et le roi lui-même y croyait, hein. Ou Jeanne d'Arc. Les questions de son procès sur les faits, la mandragore, c'est délirant. Et le fait que son cœur soit resté intact après le bûcher, un détail macabre, ça a suffi à relancer les soupçons. Ça montre l'absurdité des accusations, mais parfois la sorcellerie cachait autre chose ou servait d'autres buts. Tout à fait. Garinette évoque Gilles de Rais, héros de guerre, puis tueur d'enfants monstrueux. Il liait ses crimes à l'alchimie, à l'invocation du diable. Là, la frontière entre la folie criminelle et la croyance est floue. Et l'affaire Urbain Grandy à Loudun, ça c'est un cas d'école d'instrumentalisation, non? Ah oui, Loudun, c'est emblématique. Des possessions clairement simulées par des religieuses, des pactes avec le diable soi-disant signés par les démons, tout ça pour se débarrasser de Grandier, qui était un personnage gênant. L'exécution a été terrible. Paraît qu'une mouche s'est posée sur lui au moment de mourir, et hop, c'était Belzébuth. Incroyable. Et la justice dans tout ça? Elle suivait le mouvement? Complètement imprégné, selon Garinette. Les lois changeaient, mais l'accusation de sorcellerie était une arme puissante, utilisée politiquement contre les Templiers par exemple ou sous Henri III. Il parle aussi du code des sorciers, du juge Boguet. Oui, Henri Boguet. Son code était sinistre. La simple présomption suffisait, la torture était encouragée. Un fils pouvait témoigner contre son propre père. Ça montre la dérive totale du système judiciaire face à ses croyances. Donc, en résumé, pour Garinet, la sorcellerie c'est quoi? Le produit de l'imagination, de la peur, de l'ignorance. Et souvent de la manipulation, exactement. Son livre est un plaidoyer contre la crédulité. Mais il montre aussi la souffrance bien réelle causée par tout ça. Et c'est vrai que ça résonne encore aujourd'hui, cette facilité avec laquelle la peur de l'inconnu peut dégénérer en hystérie collective, en injustice. Absolument. Et ça nous amène à une dernière chose. Garinet écrit en 1820, après les Lumières, pour éclairer le peuple, dit-il,
Pourtant, il cite des affaires très proches de son temps. Ah bon? Comme quoi? Il parle d'un drame à Bordeaux en 1818. Un homme accusé de jeter des sorts, tué par la foule en 1818. Quand même. Qu'est-ce que ça dit sur la persistance de ces mécanismes? Même quand on se croit éclairé par la raison. C'est la question qui reste. Comment ces dynamiques de peur, d'accusation, de bouc émissaire, comment est-ce qu'elles pourraient ressurgir aujourd'hui? Sous d'autres formes, peut-être moins évidentes, mais Mais tout aussi dangereuse. Une question à méditer.